pilote allemand avait presque épuisé ses munitions. Le P-47 Thunderbolt devant lui aurait dû tomber du ciel. Ses ailiers avaient déjà fait 2 passages, leur canon de 20 mm déchirant le chasseur américain massif. Il se rapprocha. À travers le cockpit maculé d'huile, le pilote américain luttait encore contre les commandes d'une cellule fumante criblée de plus de 200 trous. Une autre rafale de son ailier frappa directement le moteur. L'hélice bégaya, se rattrapa, puis bégaya à nouveau. Il avait vu des Spitfire se plier sous la moitié de ses dégâts, des Mustangs se transformer en boules de feu, mais ce monstre de 7 tonnes continuait de se frayer un chemin dans le ciel. Alors que toutes les autres nations construisaient des danseurs agiles, les Américains avaient construit un bulldozer avec des ailes. Le voyage improbable du P-47 commença dans les années 1920, avec 2 émigrés russes. Alexander Seversky, un pilote de la Première Guerre mondiale devenu ingénieur, fonda la Seversky Aircraft Corporation en 1922 avec une mission claire, construire des chasseurs modernes capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Son protégé, Alexander Kartveli, pousserait cette vision au-delà des limites conventionnelles. Les premiers designs de Seversky montrèrent des promesses mais échouèrent lorsqu'ils furent testés contre la réalité. Le P-35, premier chasseur américain avec un train d'atterrissage rétractable, représentait un bond en efficacité aérodynamique mais manquait de puissance et d'armement nécessaires pour le combat moderne. Le P-43 Lancer qui suivit, avec son cockpit pressurisé visant les performances à haute altitude, souffrait des mêmes faiblesses fondamentales, puissance de feu insuffisante, blindage inadéquat et moteur incapable de rivaliser avec la concurrence européenne. De telles failles auraient pu être excusées en temps de paix ou dans des escarmouches coloniales, mais l'Europe était en flammes, et prendre du retard maintenant signifiait la défaite. La blitzkrieg allemande sur la Pologne et la France brisa toutes les illusions persistantes sur ce que le combat aérien exigeait. En frappe rapide et coordonnée, la Luftwaffe démontra que la guerre moderne serait gagnée par la vitesse, l'altitude et une puissance de feu écrasante, pas seulement la manœuvrabilité. Les chasseurs allemands, comme le Messerschmitt Bf 109, dominaient les cieux avec des moteurs avancés, des formations serrées et des tactiques agressives qui submergèrent l'opposition plus lente et sous-motorisée. Pendant ce temps, les designs de chasseurs américains reposaient encore sur des doctrines obsolètes qui privilégiaient les intercepteurs à court rayon d'action avec une puissance de feu limitée et une survie faible. Quand les observateurs américains analysèrent les épaves laissées dans le sillage de la Luftwaffe, il devint clair. Leurs chasseurs existants ne survivraient pas une seconde dans ce genre d'espace aérien. Des avions comme le P-36 Hawk ou le Seversky P-35, légers, sous-armés et construits sur des hypothèses de temps de paix, étaient soudainement obsolètes. Les concepteurs américains devaient jeter le livre de règles et repenser ce qu'un chasseur moderne devait être. Quelque chose qui pouvait grimper vite, frapper fort, encaisser des coups et ramener son pilote à la maison. Kartveli savait que l'ère du chasseur léger était terminée. Quand les critiques questionnèrent la masse du design, Kartveli répondit avec sa franchise caractéristique. Ce sera un dinosaure, mais ce sera un dinosaure avec de bonnes proportions. En juin 1940, le corps aérien de l'armée américaine prit un pari sans précédent, commandant 773 P-47 avant le vol inaugural du prototype. Ce saut de foi reconnaissait le besoin désespéré d'un chasseur capable au combat qui pouvait surpasser en armement et en endurance les avions ennemis. Le P-47 Thunderbolt était différent de tout chasseur avant lui, un géant de 12 000 livres que les pilotes surnommaient le Jug parce que son large fuselage, lorsqu'il était posé sur sa queue, ressemblait à une vieille cruche à lait. Là où les contemporains comme le Spitfire, le Messerschmitt Bf 109 ou le P-51 Mustang mettaient l'accent sur l'agilité et la grâce, le Thunderbolt apportait une puissance de feu écrasante et une durabilité inégalée sur le champ de bataille. Cependant, sa masse et sa robustesse exigeaient un moteur avec la puissance pour correspondre. Ce moteur était le R2800 double Wasp, le cœur mécanique qui définissait tout du caractère du Thunderbolt. Ce 18 cylindres radial refroidi par air pouvait être poussé à 2300 chevaux dans les variantes ultérieures, représentant le sommet absolu de la technologie des moteurs à piston. Mais la puissance brute ne signifiait rien sans la capacité de respirer en altitude.
Le système complexe de turbocompresseur du Thunderbolt était une merveille d'ingénierie qui lui donnait la domination au-dessus de 27 000 pieds. L'air entrait par une prise massive sous le moteur, si grande qu'un homme pouvait y tenir, puis voyageait vers l'arrière de l'avion où il se divisait en 2 chemins. Un flux était comprimé par l'impulseur du compresseur, tandis que l'autre était refroidi par un intercooleur. Cet air comprimé et refroidi retournait alors alimenter les cylindres du moteur, permettant au R2800 de maintenir la puissance à des altitudes où d'autres chasseurs suffoquaient pour l'oxygène. Les gaz d'échappement faisaient tourner une turbine à 21 300 tours par minute à plat régime, alimentant le compresseur à travers des buses soigneusement contrôlées qui ajustaient les performances pour différentes altitudes. Ce système complexe fit du P-47 le chasseur le plus rapide des forces aériennes de l'armée en altitude lors de son entrée en service, dépassant souvent 400 miles par heure en vol horizontal. Les variantes ultérieures ajoutèrent des systèmes encore plus sophistiqués. Le P-47D4 introduisit l'injection d'eau-alcool transportant 30 gallons d'un mélange spécial qui, lorsqu'il était pulvérisé dans l'admission du moteur, refroidissait l'air entrant par évaporation. Cela augmentait la densité de l'air et empêchait l'allumage prématuré, fournissant des poussées cruciales de puissance supplémentaire pendant les urgences, la différence entre l'évasion et la capture à 25 000 pieds. L'hélice révolutionnaire Curtiss Electric à 4 pales arriva avec le P-47D22, ses pales plus grandes saisissant plus d'air et améliorant considérablement les taux de montée à basse altitude. Les pilotes allemands, qui s'étaient habitués à échapper au Thunderbolt dans des montées raides, se retrouvèrent soudain pris au dépourvu, alors que le Jug les poursuivait avec une vigueur renouvelée. La réputation du P-47 ne fut pas construite uniquement sur l'excellence technique. C'était l'armement dévastateur qui le distinguait vraiment de tous les autres chasseurs dans le ciel. 8 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50, montées 4 dans chaque aile, créaient une tempête concentrée de métal qui pouvait déchiqueter les avions ennemis avec une efficacité terrifiante. L'arrangement décalé des canons n'était pas seulement de l'ingénierie astucieuse, il permettait des boîtes de munitions côte à côte, chacune contenant plus de 350 cartouches, créant un système d'armes capable de maintenir le feu bien plus longtemps que les concurrents. Quand les 8 canons tiraient simultanément, ils déchaînaient environ 100 cartouches par seconde, une grêle de balles sans égale par aucun autre chasseur monomoteur de la Seconde Guerre mondiale. Cette puissance de feu pouvait déchirer les chasseurs japonais, qui étaient légèrement blindés comparés à leurs homologues occidentaux, comme du papier de soie. Même les bombardiers lourds se trouvaient vulnérables au flux de balles implacables qui pouvaient scier des ailes et faire exploser des réservoirs de carburant par des rafales soutenues. Les cibles au sol se révélèrent tout aussi impuissantes contre cette artillerie aérienne. Les pilotes découvrirent qu'ils pouvaient faire exploser des wagons avec un tir concentré, tandis que les mitraillages laissaient les aérodromes et les infrastructures en ruine. Les débuts au combat du P-47 Thunderbolt, fin 1942, avec le 56e groupe de chasse en Angleterre, marquèrent le début d'une relation difficile entre les pilotes américains et leur nouveau monstre massif. Le 4e groupe de chasse, formé d'anciens vétérans de l'escadron Eagle de la RAF, passa également au Thunderbolt début 1943, apportant des attentes façonnées par les agiles Spitfire à un avion qui semblait construit pour des objectifs totalement différents. Les réactions initiales allèrent du scepticisme à l'hostilité pure. Les pilotes habitués aux danseurs se retrouvèrent attachés à ce qui ressemblait à des enclumes volantes. La taille du Jug invitait à la moquerie, et les premiers modèles attirèrent de vives critiques pour des taux de montée lents et de mauvaises performances en virage. Don Blakeslee, destiné à devenir un as légendaire, captura l'humeur générale avec sa franchise typique. Il devrait pouvoir piquer, il ne peut certainement pas monter. Les premières missions du printemps 1943 fournirent une éducation brutale au combat aérien moderne. Les problèmes mécaniques tourmentaient les nouveaux avions, tandis que les équipages luttaient pour maîtriser les caractéristiques uniques du Thunderbolt, tout en affrontant les pilotes les plus expérimentés de la Luftwaffe, volant sur des Focke-Wulf FW-190 et des Messerschmitt Bf-109. Les résultats furent sobres.
Plus de P-47 furent perdus que d'avions allemands réclamés pendant les 2 premiers mois d'opération, ébranlant la confiance tant dans la machine que dans la mission. Mais progressivement, l'adaptation remplaça la frustration. Les pilotes commencèrent à apprécier la robustesse incroyable du Jug, sa puissance de feu dévastatrice et ses avantages de vitesse surprenants. Cette compréhension croissante conduisit à des innovations tactiques révolutionnaires, adaptées spécifiquement aux forces du Thunderbolt plutôt que de lutter contre ses limitations. La percée vint quand les pilotes adoptèrent les tactiques de frappe et fuite qui exploitaient l'excellent taux de roulis du P-47 et ses performances inégalées à haute altitude. Attaquant d'en haut, ils plongeaient dans les formations ennemies, déchaînaient des rafales de tir des 8 calibres 50, puis utilisaient leur avantage de vitesse pour s'échapper avant que les adversaires ne puissent réagir efficacement. Les tactiques allemandes jouèrent par inadvertance dans cette approche, car les pilotes de la Luftwaffe, concentrés sur la protection des bombardiers, évitaient souvent l'engagement direct avec les escortes. Une fois qu'un Thunderbolt avait construit de la vitesse en piqué, il devenait presque impossible à attraper. L'as allemand Kurt Bulligen exprima « Nous avons découvert qu'il ne fallait pas piquer loin des P-47. » Alors que les pilotes perfectionnaient les tactiques de frappe et fuite, le Thunderbolt évolua d'un marginal en une arme de première ligne. Mais c'était la durabilité légendaire de l'avion qui gagna vraiment leur dévotion. Largement considéré comme le chasseur le plus robuste jamais construit, le P-47 pouvait absorber d'énormes dégâts de combat et continuer à voler. Le moteur radial refroidi par air se révéla bien plus résistant que les groupes motopropulseurs fragiles refroidis par liquide, tolérant des dégâts qui auraient immobilisé immédiatement d'autres avions. La structure des ailes elles-mêmes fournissait une protection remarquable, renforcée par d'épais conduits pour le turbocompresseur qui servait également de blindage contre les tirs ennemis. Les réservoirs de carburant auto-obturants réduisaient les risques d'explosion, tandis que le blindage protégeait les pilotes des attaques frontales et arrière. Les conduits internes étendus amortissaient les impacts, et la conception du ventre lisse du P-47 minimisait les chances de basculer lors d'atterrissage d'urgence, une caractéristique qui sauva d'innombrables vies de pilotes. Des histoires circulaient de Thunderbolt revenant avec des trous d'1 pied de large dans leur moteur, 2 cylindres détruits ou des dommages de collision avec des arbres qui auraient été fatals pour des chasseurs plus légers. Les équipes au sol posaient souvent pour des photographies, avec leur tête dépassant à travers des trous de flaques dispersés sur les ailes, un témoignage de la robustesse incroyable du Jug. Un pilote, Clayton Gross du 354e groupe de chasse, se souvint avoir mitraillé un train allemand et regardé avec une sombre satisfaction comment il avait fait basculer le wagon sur le côté, pas exploser, juste renversé sous l'impact de la puissance de feu énorme. C'était le genre d'énergie brute qu'on obtenait des 8 mitrailleuses de calibre 50 sur un P-47. Pourtant, il y eut un jour où Gross se retrouva à l'extrémité réceptrice de cette même force imparable. Volant sur un P-51 Mustang, Gross se retrouva soudainement sous le feu, non pas d'ennemis, mais d'un vol de P-47 Thunderbolt qui prirent son avion pour un Messerschmitt Bf-109. Sans avertissement, les géants ouvrirent le feu. Sa verrière se brisa instantanément, arrachée dans la première rafale, entraînant son avion dans un violent roulis brusque. Se battant désespérément, Gross reprit le contrôle juste au moment où les Thunderbolt faisaient le tour pour un autre passage. Désespéré, il balança ses ailes pour signaler qu'il était ami. Un pilote reconnut l'erreur, se mit à côté, puis s'éloigna. Gross rentra en boitant pour trouver son Mustang criblé de près de 100 trous de balles. Certaines entrées nettes, d'autres sorties déchiquetées, le Mustang ressemblait à ce qu'il avait été, explosé de tous les angles. En toute logique, il aurait dû être une perte totale. Le P-51 n'avait pas le même blindage ou la peau épaisse que le Thunderbolt, mais sa construction solide, avec un peu de pure chance, fut juste suffisante. La radio fonctionnait encore. Les commandes répondaient encore. La cellule tenait ensemble. En 1943,
le P-47 Thunderbolt était devenu la pointe de lance d'une campagne implacable qui briserait finalement le contrôle de la Luftwaffe sur les cieux européens. Alors que la 8e force aérienne américaine intensifiait les bombardements stratégiques de jour sur l'Europe occupée, les Thunderbolts se retrouvèrent au centre d'une guerre aérienne qui déterminerait le sort du continent. Mais les limitations initiales faillirent faire dérailler cette mission. Le moteur massif R2800 du P-47 consommait le carburant voracement, et sans réservoir externe, l'avion ne pouvait pas escorter les bombardiers profondément en territoire allemand. Les chasseurs de la Luftwaffe apprirent rapidement à suivre les Thunderbolts, attendant que les préoccupations de carburant les forcent à rentrer avant de lancer des attaques sur les formations de bombardiers non protégées. La solution arriva avec la variante P-47D15, capable de transporter 2 réservoirs largables de 108 gallons montés sur les ailes, plus un réservoir ventral supplémentaire. Cette modification étendit considérablement la portée du Thunderbolt, permettant aux escortes d'accompagner les bombardiers jusqu'à Francfort et Hambourg. Bien que la portée supérieure du P-51 Mustang ultérieur déplacerait finalement les tâches d'escorte principales, le Jug resta absolument vital pour le succès de la campagne aérienne. Tout au long de 1943 et 1944, les raids de bombardement implacables forcèrent la Luftwaffe dans des batailles de plus en plus désespérées, abattant le bassin décroissant de pilotes vétérans allemands à chaque engagement. La Luftwaffe pouvait remplacer les avions des usines, mais l'expérience prenait des années à développer, un temps que l'Allemagne ne possédait plus. Chaque mission voyait les Thunderbolts tester, égaler et systématiquement user l'opposition par simple attrition. Aucune unité n'incarna mieux cette campagne épuisante que le 56e groupe de chasse, connu dans tout le théâtre européen comme la meute de loups de Zemke. Refusant les ordres de passer au P-51 Mustang, le 56e resta loyal à leur Jug tout au long de la guerre, devenant finalement l'unité avec le meilleur score RR dans la 8e force aérienne. Leurs pistotes accumulèrent 677,5 victoires aériennes et 311 victoires au sol, un record construit sur la combinaison unique de puissance de feu et de survie du Thunderbolt. Des as individuels émergèrent de ce creuset, leur nom devenant synonyme de puissance aérienne américaine. Francis Gaby Gabreski revendiqua 28 victoires, Robert S. Johnson en obtint 27 et le chef de groupe Hubert Zemke totalisa 17,75 victoires confirmées. Ces hommes prouvèrent que le Thunderbolt, malgré sa masse et sa conception non conventionnelle, pouvait dominer même les chasseurs allemands les plus avancés lorsqu'il était piloté avec habileté et détermination. Le P-47 se révéla même efficace contre la technologie allemande de pointe, avec des pilotes de Thunderbolt revendiquant 20 victoires contre le ME-262 à réaction et 4 contre le bombardier à réaction Arado AR-234. Au sol, leurs mitraillages détruisirent systématiquement les aérodromes et les infrastructures, transformant la retraite stratégique de la Luftwaffe en déroute complète. À la mi-1944, le P-47 Thunderbolt avait évolué bien au-delà de son rôle initial de chasseur d'escorte, se transformant en l'avion d'attaque au sol premier du USAAF, un mastodonte aérien qui frappait depuis basse altitude avec une violence brute et une fréquence terrifiante. Les pilotes commencèrent à l'appeler le phacochère de la Seconde Guerre mondiale. Ce surnom reconnaissait à la fois son apparence disgracieuse et sa capacité inégalée à dévaster les convois allemands, les colonnes blindées et les lignes d'approvisionnement. La construction robuste du Thunderbolt et ses ailes puissantes lui permettaient de transporter jusqu'à 2500 livres d'armement externe, une charge extraordinaire pour un chasseur monomoteur. Les configurations standards incluaient 2 bombes à usage général de 500 livres, des grappes de bombes à fragmentation antipersonnelle ou des bombes uniques de 1000 livres pour des cibles durcies. Contre des cibles renforcées comme les tunnels ferroviaires ou les ponts, où le bombardement en piqué traditionnel se révélait souvent inefficace, les pilotes de Thunderbolt perfectionnèrent une tactique connue sous le nom de bombardement à ricochet. Au lieu de larguer des bombes depuis l'altitude, ils attaquaient au ras des arbres, libérant leur armement à grande vitesse pour qu'ils rebondissent sur le sol ou l'eau comme une pierre.
Avec une visée précise, la bombe ricocherait sur la surface et s'écraserait directement dans l'entrée d'un tunnel ou sous une travée de pont, détonnant profondément à l'intérieur de la structure où elle pouvait faire le plus de dégâts. C'était un vol à haut risque et à haute récompense, mais avec la construction robuste du P-47 et sa vitesse pure, cela devint l'un des moyens les plus efficaces de neutraliser l'infrastructure critique. La capacité destructrice de l'avion augmenta exponentiellement avec l'introduction de la roquette aérienne à haute vélocité de 5 pouces, surnommée Holy Moses pour son impact biblique. Ces roquettes non guidées contenaient la puissance explosive d'obus d'artillerie de 105 mm et jusqu'à 10 pouvaient être montées sous les ailes. Bien que la précision initiale se soit révélée problématique, les pilotes s'adaptèrent rapidement, tirant des roquettes par paire ou en salve complète pour saturer les zones cibles. Lorsqu'elles étaient lancées depuis des piquets peu profonds, ces armes pouvaient fendre des wagons, éventrer des chars et laisser des colonnes ennemies entières en flammes. Les contrôleurs aériens avancés, opérant depuis des jeeps ou des chars, maintenaient un contact radio direct avec les Thunderbolts en patrouille, appelant des frappes sur des troupes retranchées, des positions d'artillerie ou des convois en mouvement avec une précision sans précédent. Les terrains d'atterrissage avancés nouvellement construits, comme l'installation à Saint-Pierre-du-Mont, positionnaient les Thunderbolts près des zones de combat actives, réduisant le temps de transit et permettant des périodes de vol stationnaires prolongées au-dessus des champs de bataille. Du jour J au jour de la victoire en Europe, les groupes de Thunderbolt paralysèrent systématiquement les réseaux logistiques allemands. Ils détruisirent environ 86 000 wagons, 9 000 locomotives, 6 000 véhicules blindés de combat et 68 000 camions. Pendant l'opération Cobra, le 405e groupe de chasse détruisit à lui seul une colonne allemande, anéantissant 66 chars et plus de 200 autres véhicules en un seul engagement. À travers la France et en Allemagne même, le grondement distinctif des moteurs Thunderbolt au-dessus signifiait une chose pour les forces ennemies. Les routes n'étaient plus sûres. Le théâtre du Pacifique posa initialement des défis apparemment insurmontables pour le Republic P-47 Thunderbolt. Son moteur massif R2800 et son fuselage épais créaient un taux de consommation de carburant qui rendait les missions à longue portée impraticables, dans une guerre où les cibles étaient dispersées sur des milliers de miles océaniques. Le P-38 Lightning, plus mince, et plus tard le P-51 Mustang, devinrent des choix préférés pour les tâches d'escorte étendues, mais cela ne relégua pas le Jug à l'insignifiance. Le 11 octobre 1943, dans les cieux au-dessus de Wewak, en Nouvelle-Guinée, le colonel Neil Kirby mena 4 P-47 Thunderbolt au cœur d'une tempête. En dessous, l'aérodrome japonais de Wewak grouilla de vie. 40 chasseurs ennemis grimpèrent pour intercepter, principalement des Nakajima Ki-43 Oscar et des Kawasaki Ki-61 Tony, légers, grimpant rapidement et hautement manœuvrables. L'Oscar, en particulier, était un chasseur ultra léger à virage serré avec des canons jumeaux de 12,7 mm et une peau mince comme du papier. Le Tony était plus élégant, plus rapide et mieux armé, plus proche dans l'esprit des conceptions occidentales. Le Thunderbolt était l'opposé, 2 fois le poids, presque 3 fois la puissance du moteur, et construit comme un char volant. Il ne pouvait pas égaler leur rayon de virage, mais en piqué, il était imparable, et il contenait 8 Browning. Kirby connaissait les chiffres, il attaqua quand même. Il plongea directement à travers la formation, mitrailleuse flamboyante. Un Oscar se plia en deux sous le barrage, un autre explosa en plein vol. Il n'attendit pas, il remonta, se retourna et plongea à nouveau. Un Tony essaya de le distancer et fut déchiqueté de la queue au nez. Les autres essayèrent de tourner à l'intérieur de lui. Kirby les rencontra de face et les souffla hors du ciel. Au moment où cela se termina, 6 chasseurs ennemis étaient tombés, tous à Kirby. C'était l'engagement P-47 le plus destructeur dans le Pacifique à ce moment-là, et il lui valut la médaille d'honneur. Mais tristement, 5 mois plus tard, il disparaîtrait au-dessus du même champ de bataille, son Thunderbolt traînant de la fumée dans la jungle.